Mututinga, utinga na mihumo. Anda na diandi di ting. Na biandi bilili. Idiado. Nduga wirambu kutuku yulo mihumo na bedi. Bat botumboloanwe. A ou mendembi kinga din diam dipun. A di fois Ruth Grace. Bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Mademoiselle Ndembi Kinga Ruth Grace. Aujourd'hui sur Dumwenu TV, nous recevons un invité spécial, Monsieur Célestin Idiata Mayombo, qui nous parlera du mariage chez les Masongo. Bonsoir Monsieur Célestin. Bonsoir Madame Ndembi Kinga. Comment allez-vous? Je veux dire, rendons grâce à Dieu et à nos ancêtres pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Je vais bien, merci, et je l'espère aussi pour vous. Gloire à Dieu. Alors, nous vous remercions déjà d'avoir accepté notre invitation sur Dumwenu TV. D'accord. En dépit de vos nombreuses responsabilités. Alors, qui est Monsieur Célestin Idiata Mayombo pour ceux qui nous suivent? Alors, en Gabonais normal et équilibré, Célestin, c'est mon prénom. Idiata Mayombo sont mes patronymes. Je m'appelle alors Idiata Mayombo Célestin. Je suis de coutume Mossangou. Je parle l'Issangou. Et je suis né de feu Célestin Idiata Mbigidi et de feu Madeleine Mayombo Moukani. Tous deux rappelés à Dieu. Paix en leurs âmes en ce net moment. Je suis originaire de la province de Langounié, précisément dans le département de Logounou. Des villages Moukabou pour mon père, d'Amirassou, et de Dianga pour ma mère, Amitungu. Mon pseudonyme ou mes pseudonymes, c'est Lio pour ceux qui me connaissent, Boutotou ou Isambi pour d'autres. Je suis le benjamin d'une fratrie de 5 membres et agent public. Récemment, lors du 17 août 2024, j'ai été agréablement élevé, sinon surtout avec la reconnaissance, j'ai été élevé au grade de chevalier de l'étoile nationale du mérite. J'ai été choisi parmi tant d'autres, parmi les fils de Logounou, par son Excellence, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, que je tiens à remercier ici. Voilà sommairement présenté M. Idiata Mayombo. Monsieur Célestin Idiata, pour la communauté Masongo dont vous êtes issu, qu'est-ce que le mariage et quelles sont les valeurs fondamentales qu'il implique? Alors, pour la société humaine, le mariage se définit ou se conçoit comme étant un acte solennel par lequel deux individus, un homme et une femme, établissent une union par laquelle ils doivent le légitimer devant des juges coutumiers et leurs différentes familles et par un officier d'état civil pour la légalisation. Et pour le Moussango que je suis, de par ma voix, ce sont les Bantous Massango qui conçoivent le mariage ou qui le définissent comme étant un acte social, hein, une institution sociale qui permet d'intégrer l'individu au sein de la société et qui l'est aussi important après l'acquisition de nos langues
l'initiation à nos rites traditionnels. Donc voici un peu tel que défini le mariage ou la conception du mariage chez les Masango. D'accord. Alors, quels sont les différents types de mariages que l'on retrouve chez les Masango? Oui, en effet, les Masango ou encore le commun des mortels a pu définir définir 3 types de mariage. Mais chez le Masango, le mariage qui a été pratiqué jadis dans le temps et qui était même suffisamment outillé et le mieux apprécié, c'est le mariage préférentiel. Le mariage préférentiel, simplement parce que ce sont les parents qui avaient un choix pour la personne qui doit accompagner leur fils ou leur fille. Donc c'était le mariage préférentiel. Et ce mariage préférentiel était rattaché au cordon ombilical matrilinéaire et à la filiation interhumaine. Donc ce mariage est établi autour des liens de filiation, les liens de parenté. Chez les Masango, on dit une ville. Une ville. Chez les Pounou, on dit Ifumb. Voilà. Chez les Nzebi, on dit Mouchir. Donc le mariage est tourné autour de ça, c'est-à-dire que les Masango ne donnaient pas à leur fille, à leur enfant, un intrus. Parce que le mariage était lié par la filiation interhumaine. Donc c'est soit un grand-père qui allait prendre sa petite fille ou une petite fille qui prenait son grand-père. Parce que les mariages étaient fermés. Maintenant, aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'ouverture des frontières, aujourd'hui, on assiste maintenant au mariage mixte, donc une autre ethnie qui vient vers les Masango ou les Masango qui partent vers une autre ethnie. Alors, dans ce contexte, on peut dire que les conjoints n'avaient pas de choix, en fait, quant à leur... J'ai dit, je m'appuie simplement en disant que ça, c'était le mariage préférentiel chez les Masango. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, avec l'ouverture vers le monde, vers la modernité, nous avons un autre type de mariage qui est un mariage dit récurrent. Alors, le récurrent, c'est le jeune homme lui-même qui opte pour un choix, qui fait son choix pour la personne qui doit l'accompagner. Et dès que son projet est bien organisé, c'est en ce moment qu'il amène ses parents pour pouvoir le concrétiser, aller le concrétiser. Donc aujourd'hui, nous sommes ouverts, c'est des mariages maintenant récurrents. Maintenant, le dernier type de mariage, c'est le mariage adultérin, où l'individu, de par son gré, arrache à un autre sa femme mariée légitimement. Et là, on procède au remboursement de la dot. Wow. Voilà, ce sont les 3 types de mariage définis. Voilà. Alors, Monsieur Célestin Idiata, vous venez comme ça de présenter la conception du mariage chez les Masango et les valeurs fondamentales qu'il implique. Alors, nous allons tout de suite passer aux différentes étapes. Est-ce que vous pouvez nous donner les différentes étapes du mariage chez les Masango? Oui, en effet, le mariage coutumier chez les Masango obéit à une certaine procédure. Hier encore, on avait une période dite de fréquentation où le jeune homme courtise la jeune fille. Cette étape est appelée Ouvépile. Ouvépile, c'est donc la fréquentation. D'accord. Le temps pour les 2 tourtereaux de se connaître dans la fréquentation. Bien. Maintenant, quand on rentre dans la pratique de la chose proprement dite, donc du mariage, on a une première étape qui est dite vraiment dans la procédure du mariage. Là, on parle de mihinza. Mihinza, ce sont les barrières. Mais chez les Masango, on va vous dire que les Masango, dans le temps, ne pratiquaient pas les barrières. Les barrières avant même... Avant même la procédure du mariage, avant la dot. Wow. Simplement parce que le mariage, comme je l'ai dit déjà, par définition, était lié au rattachement du cordon ombilical et de la filiation interhumaine. Diong, c'est la traduction de ce que je viens à peine de dire. Alors, donc de là, il n'y avait plus de protocole. Et comme on ne se mariait qu'entre nous, on ne pouvait pas pratiquer des barrières. Ce n'est pas un interdit, ce n'était pas un interdit. Non, pas du tout. Bien au contraire, les barrières, ce sont des agréments du mariage.
Maintenant, dans les barrières, il ne faut pas simplement qu'elles soient, vraiment dans une pléthore. Mais nous sommes toujours dans la Trinité. En fait, c'est 3 barrières tout au plus. Parce que nous sommes dans la Trinité. Nos us et coutumes, nos mœurs et tout, nous sommes toujours dans la Trinité depuis l'existence de l'homme. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou encore le Père, la Mère et le Fils. Alors, donc, dans les 3 barrières, il y a 2 qu'on appelle Diwiku ou bien Maviku. Ce sont les barrières ordinaires. Et la 3e, la toute dernière, c'est celle qu'on appelle Itudu. Donc la hutte de la grand-mère. Parce que vous allez constater que lors de la pratique du mariage coutumier chez les Massangou, les grands-mères sont de moins en moins contentées. Ce sont les grands-parents, les grands-pères qui sont contentés dans le mariage parce qu'il y a une étape qui leur est définie, celle de l'adultère. Mais alors que la grand-mère est moins contentée, mais qui donne l'hospitalité, qui traduit l'hospitalité dans une famille? C'est la grand-mère. Oui. Et donc c'est elle qui doit d'abord recevoir les autres, à travers cette hutte. Et dans cette hutte, il y a des symboles à déposer. C'est du paille. C'est du paille et peut-être avec des billets de banque. Maintenant, elle, en retour, vous témoigne de son hospitalité en vous donnant en retour qui d'un régime de bananes, qui d'un paquet de manioc, avec une viande de brousse, c'est-à-dire peu importe l'espèce. Ça, c'est pour témoigner déjà de l'hospitalité. Alors, après cette étape de barrière, on a une étape dite Migara. Donc, Migara, ce sont les modalités d'usage. Vous allez chez autrui, et quand vous arrivez chez autrui, il faut bien que vous soyez d'abord autorisé. D'abord, excusez-moi, on doit vous donner l'accès, on doit vous autoriser à prendre la parole. Vous devrez en fait d'abord vous dédouaner de certains préalables. Oui. Donc c'est cette étape qu'on dit Migara. Et puis après, on rentre dans l'étape dite l'étape Ikuku. Kuku, ce sont les présentations. Mais depuis la nuit des temps, c'est l'homme qui part attendre la femme à un endroit donné. Quand on n'avait pas de téléphone, il suffisait de se fixer un rendez-vous sous un badamier, sous un manguier ou sur la route, sur le sentier du Marigot. Oui. Voilà, et c'est là que les rendez-vous se donnaient. Et donc c'est l'homme qui allait toujours bien avant et la fille arrivait après. Alors donc, une fois le garçon arrive, et dans nos traditions, un homme ne peut pas venir bras ballants parce qu'il est beau, parce qu'il est élégant, parce qu'il est mignon ou bien parce qu'il est aussi gros que moi, par exemple. Je veux dire, je dis tout sinon rien. Venir se présenter à son beau-père. Demain, pour lui dire simplement que je suis venu te dire bonjour. Non, ça s'accompagnait toujours de par un geste. Mais c'est des symboles. Oui. C'était soit une calebasse de vin de palme, soit le vin d'en haut, ou des palmiers de 60 mètres, ou le vin du bas où on abat le palmier et puis on retire. Et avec la cola, c'était des symboles. On partait, on rendait visite et pour dire c'est moi X, je souhaiterais maintenant passer, au lieu, c'est des métaphores, oui. Au lieu de passer par la fenêtre, je vais passer maintenant par la porte centrale. Oui. Donc là c'est la phase dite de présentation. Maintenant par la suite, on va présenter l'homme, on présente aussi sa famille, sa lignée paternelle et sa lignée maternelle. Et après toutes ces données, et c'est comme ça que l'homme maintenant, l'orateur de l'autre côté, doit donner ou décliner les raisons pour lesquelles, de leur venue, les raisons de leur venue pour leur déplacement. Voilà. Et de là, ils vont citer nommément, mais il faut bien qu'ils soient autorisés. Il faut qu'ils soient autorisés à citer nommément le nom, le patronyme de la fille qu'ils viennent chercher. Parce que vous savez que dans nos forêts, chaque arbre a un nom, et chaque forêt a ses arbres. Mais il faut être autorisé à citer le nom de quelqu'un parce que c'est un patronyme qui est sacré. C'est un patronyme où peut-être c'est une fée, c'est une déesse, c'est un ange, voilà, c'est un esprit, une entité. Donc il faut que vous soyez autorisé par la famille afin de citer le nom nommément de la personne pour qui vous avez effectué un aussi grand déplacement. Une fois que vous êtes autorisé, c'est en ce moment qu'on vous dira, mais écoutez, il va falloir que vous remplissiez toutes les conditions possibles afin qu'elle vienne. Puisqu'on parle de mariage traditionnel, et quand on parle de mariage traditionnel, selon la coutume Sangou, en ce moment, cette jeune fille-là
en fait, dans une case où elle est en préparation, elle est tenue par les femmes d'un certain âge qui sont dépositaires de nos valeurs traditionnelles en termes de rite initiatique. Donc, chez les femmes, le rite initiatique agréé ou avéré, c'est le Niembe, chez les Massangou. Et donc là, en ce net moment, elle est en train de recevoir le béaba de comment est-ce qu'elle doit aller se comporter dans son foyer, dans sa nouvelle famille. Et de là, il faut dédouaner. C'est maintenant, dans une figure de style, on parle de passage. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on parlera de passage alors qu'une famille est partie d'un village à un autre. Et on est censé trouver cette fille-là dans ce village. Normalement. Parce qu'à l'arrivée de la fille, normalement, l'enfant connaît la prospérité dans le village de son père, de ses papas. Donc, son essor, elle doit le connaître. C'est là que les bénédictions sont recherchées. C'est même tout l'intérêt du mariage coutumier parce que nous sommes à la recherche de ces bénédictions-là. Puisque les familles doivent être suffisamment représentées et au degré premier. Même quand le père ne vit plus, mais il a une souche. Oui. Soit par la lignée, soit par le lignage. Donc il est suffisamment représenté. Alors, donc justement, une fois les deux acteurs principaux sont sur la place publique, et là, en ce net moment, lors des présentations des différentes familles, nous devons décliner nos origines jusqu'à établir les liens qui nous amènent à sceller ces mariages. Donc, Mville, le lien. Les Nzabi disent Mouchir. Les Pounou disent Ifumb. Donc, il faut établir ces liens-là. Quel est le lien qui t'amène à venir prendre cette fille? Maintenant, si le lien n'est pas tant prouvé, à partir de là, il y a des symboles. Et ces symboles-là, il faut contenter le commun des mortels. Oui, oui. Si le lien il est établi, ça veut dire qu'il n'y a aucun symbole à déposer. Parce que si c'est la tribu qui a mis au monde le père de la fille, et c'est lui qui vient prendre sa petite fille, c'est prouvé. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'il faut dire que dans nos routines sociales, l'inceste n'était pas autorisé, l'inceste était proscrit. Donc c'est pourquoi toutes ces choses-là, la société est organisée, à tel point qu'on ne souffre d'aucune ambiguïté et de ne pas connaître des assassinats, ne pas connaître des incestes. Alors, une fois le lien établi, à partir de ce moment, il y a la demande en mariage. Et la demande en mariage, c'est une étape qu'on appelle Mouti Yutungil. Donc, il faut attacher la corde. Et ça passe par la demande en mariage. Et la demande en mariage est symbolisée. Et là, le premier symbole en fait qui intervient, vraiment le véritable symbole qui intervient pour sceller un mariage chez les Massangou, c'est la transmission du coq. La transmission du coq. La transmission du coq. Comment ça se passe? Le jeune prétendant et sa famille, c'est-à-dire le père du prétendant, doit prendre le coq de ses deux mains, doit le remettre à son fils, tout en lui mettant face à ses responsabilités. Et le fils prendra le coq, recevra le coq de ses deux mains, partira du côté, parce que c'est la palabre, donc c'est les deux familles en face, partira de leur côté et fera la traversée vers Sadulcidé. Viendra vers Sadulcidé pour dire à Sadulcidé, écoute, des belles paroles, je te veux pour la vie, et je souhaiterais que tu prennes ce symbole, qui est le coq, et que tu le remettes à qui de droit, afin que notre amour soit scellé. Et la fille va peut-être opposer, mais pas peut-être, elle doit normalement opposer un peu de la résistance, parce que c'est pour mettre l'homme face à ses responsabilités, dire qu'il y a autant de femmes, il y a autant de filles libres dans tous les pays du monde. Est-ce que tu as trouvé mieux? Il faut que tu me le confirmes. C'est en ce moment que l'homme dira oui. Et donc là, elle va recevoir le coq. Maintenant, elle, en retour, doit se tourner vers son père, parce que c'est le père qui envoie son enfant en mariage, c'est le père qui accompagne son enfant en mariage. Donc, elle doit se tourner vers son père, elle prendra ce coq-là des deux mains et doit s'agenouiller. Doit s'agenouiller devant son père pour dire « Papa, je veux vivre avec ce monsieur, je souhaiterais vivre avec lui pour toute la vie. Donc, tu es prié d'accepter ce coq. » Le père dira « Oui, je suis certes ton père, tout père aspire au bonheur de son enfant, et donc je ne me vois pas pourquoi est-ce que je refuserais que tu ailles en mariage. Mais ta responsabilité, il y a deux personnes qui rentrent. Alors, il y a ta maman
Et la maman, en ce moment, c'est l'oncle maternel. Donc tu vas prendre ces coques-là, tu vas aller d'abord vers ton oncle maternel, afin que lui puisse accepter, et comme ça tu me reviendras. Et la fille va prendre le coq à nouveau, va partir vers son oncle maternel, va s'agenouiller, et dira à son oncle, je viens de chez mon père m'envoie vers toi parce que tu es ma mère. Et l'oncle dira, oui, je suis ta mère parce que je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Mais la seule responsabilité revient au père. Pour ma part, avec ma famille, nous acceptons le mariage, nous acceptons ton corps. Mais tu dois repartir chez ton père afin qu'il puisse le valider. Et c'est comme ça que la fille va revenir à nouveau vers le père pour dire, papa, j'ai été chez maman, maman a accepté avec sa famille, mais maman me renvoie vers toi parce que c'est toi qui as ma responsabilité. Et là, en ce net moment, le père acceptera le coq, mais à une seule condition. Avec une condition, bien sûr, que sa fille lui rassure toutes les garanties possibles de sérénité dans son foyer. Parce que dans une métaphore traduite, il dira, est-ce qu'en acceptant ton coq, il ne va pas bouger dans mon ventre? C'est une figure de style. Oui. La fille dira, non papa, je te garantis toute la sérénité, le coq ne va pas bouger. Pourquoi? C'est parce qu'il suffira d'un égarement, d'une incompréhension dans son foyer, et qu'elle soit tout de suite là, à même de prendre déjà ses effets pour revenir à la maison et dire que le mariage est terminé. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a tout son sens de pouvoir sceller, et c'est là le véritable mariage en pays Masango. D'accord. Voilà. Une fois cette étape est faite, le mariage est validé, ben là, le père doit esquisser ou doit pousser un slogan de clarté, de bonheur, de joie. Hein, on va dire Milolou, ça veut dire que c'est la réjouissance, c'est la joie, c'est la victoire. Et ça veut dire que le mariage est validé. Et la liste suit avec d'autres présents. Mais le détail, c'est ceci. Ce coq ne doit pas être de couleur unique, enfin surtout la couleur blanche ou la couleur noire. Il faudrait que ce soit de couleur noire ou blanche. Non. De ces deux couleurs sont proscrites. Par contre, il faut un coq épervier, donc un coq multicolore qui a plusieurs couleurs. Et pourquoi cela? Parce que la couleur noire et la couleur blanche, dans nos rites initiatiques, ont leur signification. Ce sont les couleurs basiques. Ça, on reviendra très prochainement dans une autre émission. Alors, une fois on a terminé avec cette étape, c'est là que intervient maintenant l'adultère Bukali. L'adultère Bukali en Isango. Il faut contenter les deux grands-parents. Voilà, parce que ce sont les maris biologiques de celles qu'on vient prendre comme épouse. Une fois on a contenté les deux grands-parents, et là, en ce net moment, on doit couver les enfants. Même si le jeune couple n'a pas d'enfants, parce qu'il faut qu'on soit amené. Il vient épouser la responsabilité dans une famille. Peu importe le statut de celle qu'il vient chercher. Il vient épouser la responsabilité. Et la responsabilité, chez nous en Afrique, en pays Masango, c'est dès que vous rentrez dans une famille, celle pour qui vous êtes venu, que vous avez fait le choix, a des frères, a des sœurs qui ont des enfants. Même si vous n'avez pas encore donné naissance, ces enfants-là, ce sont les vôtres. Sur le plan traditionnel, maintenant sur le plan juridique, bon, on sait que les enfants des autres, des frères, ont leur papa, et voilà. Et donc, il faut couver les enfants. Et ça passe par un symbole, le symbole de la nuit de temps, c'est celui d'un pagne, mais à l'époque, c'était une peau tannée. C'était une peau tannée d'antilope dans laquelle on nous portait. Vous avez vu en brousse, on le nouait autour de l'épaule et de l'aisselle. Et on mettait l'enfant là, malgré la charge qu'on avait du panier. Donc, Niembe, on appelle ça Niembe. Et donc, là, c'est la reconnaissance des enfants ou l'assurance. Maintenant, après l'assurance des enfants, mais tout bonnement, vous avez passé du temps, hein, on va dire le temps a passé, l'eau a coulé avec une femme. Et même si c'est un jour ou encore une heure, c'est le temps. Et c'est pourquoi, chez les Masango, on dit Dikoumbe. Dikoumbe, c'est la période où vous êtes resté dans le concubinage. Donc c'est vraiment la fin du concubinage ou la durée. Voilà, Dikoumbe. Une fois vous avez terminé avec cette étape, là, en ce net moment, on parle de la dot. Et la dot Rendangu, Ndangu chez les Masango. Donc la dot qui intervient en termes de matériel et de marchandises en paire. Mais le symbole, le premier symbole, c'est la natte. La natte trouve toute son explication parce que c'est le premier lit.
D'accord. Voilà. Comment on en venait? Quels sont les différents objets que l'on retrouve dans une dot et quelle est leur signification? Mais ça dépend des coutumes. Je vous ai dit que chez les Massangoul, les symboles les plus immédiats ou les plus en vue, il y a d'abord le coq. Mais avant le coq, il y a d'abord la kola, parce que la kola, c'est un des premiers repas. Quand vous avez des hôtes qui viennent dans nos villages, selon nos us et coutumes, dans nos traditions, on prenait d'abord de la kola. D'accord. La noix de kola, vraiment la kola traditionnelle. C'était le premier repas qu'on offrait à un hôte. Et puis après, vous avez des symboles tels que la torche indigène. Mais la construction de la torche indigène, indigène est composée de la résine d'une de nos essences de la forêt, je veux dire le koumé. Il y a encore un autre arbre aussi qui produit aussi de la résine. Et des écorces d'une autre essence aussi de la forêt qu'on appelle mourad, l'ogana. Et donc cette écorce-là et cette résine-là, c'est la composition qui nous donne ce qu'on appelle moupit, donc la torche indigène. C'est le premier éclairage, c'est la première lumière. Si vous allez chez les judéo-chrétiens, lors du baptême, on va vous allumer une bougie qui doit vous accompagner. Mais voilà pourquoi on demandait ces symboles-là. On doit aussi demander le kaolin blanc. Et de nos jours, on demande toujours la torche indigène? Bon, mais vous allez trouver que la pratique, chez certaines familles, ces éléments, ma foi, sont proscrits. Simplement parce qu'il n'y a pas eu trop de communication là-dessus, sur les symboles. Et c'est pourquoi certaines familles les ont diabolisés et l'ont retiré dans la pratique des mariages. Et puis aussi, il y a la méconnaissance de la chose. Simplement parce que vous allez trouver des chefs de famille qui devient un chef de famille de fait, mais sans avoir la parfaite maîtrise de nos us et coutumes, de la tradition. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'on n'a même plus de centres communautaires. Chez nous, un centre communautaire ou une maison communautaire, c'est l'hangar. Le corps de gare, c'était une maison communautaire, c'est là où on se retrouvait. Et c'est même là où aussi l'apprentissage de la langue aussi passait. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans les grandes villes, on ne le retrouve plus. Bon, l'exode rural qui fait aussi, qui sévit, et bon, voilà, plusieurs mutations. Les valeurs disparaissent. Et les valeurs sont en train de disparaître, justement. Alors, donc, voilà, une fois on a terminé avec la dot, ben, dans la dot, l'autre dernier symbole qui intervient, c'est l'enclume. L'enclume. L'enclume, c'est un objet usité, de façon artisanale, bien, mais qui a tout son pesant, qui a toute sa valeur. C'est non seulement un attribut de pouvoir dans nos rites initiatiques, mais c'est, de par sa lourdeur et sa pesanteur, c'est un objet qui vient asseoir le mariage. Maintenant, dans la pratique, vous allez trouver que dans d'autres communautés, on prend cet enclume, on le pose sur une peau de bête, peut-être soit une panthère, soit sur la natte, et on demande à la jeune fille de poser les pieds dessus. Ça, c'est une autre culture, c'est une autre communauté qui le font. Mais chez les Massangou, ce qui nous revient à l'esprit, c'est que cet enclume doit partir encore une fois de plus de main du prétendant qui vient vers sa dulcinée, mais qui doit cette fois-ci faire face aux frères, soit aînés, soit cadets ou benjamins, de celle qu'il vient doter. Parce que celui-là, en fait, doit aussi aller doter sa femme. Et donc, quand il amène cet objet, il vient vers ces derniers pour dire je te remets cet objet. Et c'est maintenant au frère de dire à sa sœur, je prends cet objet, je le reçois de mes deux mains, mais je t'amène à être un modèle pour nous, parce que là où tu pars au mariage, c'est pour la vie. Jusqu'à la fin de nos jours, il faut que tu fasses honneur à notre famille. Et il prend cet objet, il le tape au sol, boum. Et ça doit être avec lui, parce que le jour où il ira doter sa femme, c'est avec cet objet qu'il ira doter, parce que là-bas, on va aussi le lui demander. D'accord. Alors, Monsieur Célestin Idiata, oui. Lors d'une ITV accordée aux médias en ligne le 13 août 2024, vous disiez ceci, je cite, « La politique doit être au service de la préservation de nos traditions ». Alors, pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? Oui. Ben, je ne répondrai pas directement par oui. Je vais d'abord dire que la politique est la science par excellence qui gère la cité. La politique, c'est la science par excellence qui gère la cité. Et donc, le politique ou la politique doit avoir pour base nos valeurs traditionnelles, nos us et coutumes. Si c'est perçu tel que je le décris, c'est qu'on a compris la politique, oui. Et là, je vais répondre par oui. La politique
par rapport à votre question. Oui. Elle doit servir à la préservation de nos traditions. À la préservation de nos traditions. D'accord. Alors, Monsieur Célestin Idiata Mayombo, je vous en prie. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir accordé du temps. Et sachant déjà que vous avez tellement d'occupations, encore une fois de plus, merci. Votre mot de fin, Monsieur Célestin Idiata? Alors, comme mot de fin, Madame Ndembi Kinga, je souhaiterais donner lecture, parce que j'ai prévu quelque chose d'écrit. Il faut bien que ce message soit interpellatif. Alors, si vous me le permettez, je vais prendre ce support afin que je puisse donner lecture. Parmi les multiples objectifs visés par le mariage, il y a la création d'une famille qui passe par des naissances. La famille étant la cellule de base au sein de la société, du clan, du lignage, de la communauté et de l'État. Tout ceci en fait est appelé nation. Pour bâtir une nation forte et solide, il faut que les citoyens soient éduqués, accomplis aux valeurs citoyennes et qu'ils soient au service de l'État et partant de la nation. La consolidation de l'État a pour base l'affirmation des valeurs traditionnelles encadrées autour des lois. La loi fondamentale, qui est la Constitution, mère de toutes les lois, doit s'appuyer sur le droit coutumier. Que la première institution de la République, le comité de transition pour la restauration des institutions, j'ai cité le CTRI, prévoit d'encadrer et d'instituer les juges coutumiers et traditionnels. Et pour chuter, comme mot de fin, je nous amène ou je nous invite à nous réapproprier nos valeurs culturelles et traditionnelles. Je vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été câblés sur Dumwenu TV. Nous avons abordé la question du mariage chez les Masongo avec M. Célestin Idiata Mayombo. À nous revoir pour une prochaine émission. Sur ce, au revoir. Utinga na mihumo ando na diandi ditinga na biandi bilili idiadi nduga wirambu kuyulu mihumo na bedi